À 73 ans, personne n'était présent à ses funérailles. Puis elle chanta seule et arrêta la ville. Bon retour et profitez de l'histoire. La pluie tombait sans pitié sur une petite chapelle, à la périphérie de Lyon, martelant un toit comme des milliers de doigts impatients. Le ciel, d'un gris presque noir, semblait pleurer pour la cérémonie déserte qui se déroulait à l'intérieur. Dans la chapelle silencieuse, une femme âgée se tenait seule à côté d'un cercueil en bois d'acajou, sa silhouette frêle formant une ombre solitaire sous la lumière tamisée des vitraux. Le directeur des pompes funèbres, un homme d'une cinquantaine d'années au costume impeccable, jetait impatiemment un coup d'œil à sa montre pour la 3e fois en 10 minutes. Pas un seul invité n'était arrivé pour le service qui devait commencer il y a maintenant presque une demi-heure. « Madame Nussbaum », dit-il doucement, s'approchant de la femme âgée avec une déférence professionnelle teintée d'impatience. Peut-être devrions-nous procéder avec un service abrégé, étant donné les circonstances. Françoise Nussbaum, une ancienne professeure de musique de 73 ans, aux cheveux argentés, élégamment coiffée, en un chignon serré et aux yeux d'un bleu délavé qui semblait avoir perdu leur éclat depuis longtemps, ne répondit pas immédiatement. Elle fixait le cercueil fermé, ses mains ridées et déformées par l'arthrite serrant une unique rose blanche. Ses épaules, autrefois droites et fières lorsqu'elle se tenait devant un public, étaient maintenant légèrement voûtées, comme si le poids des années et des déceptions avait lentement courbé son corps autrefois gracieux. « Jacqueline aurait mérité mieux », murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible par-dessus le son de la pluie. 58 ans d'amitié, et personne d'autre que moi pour lui dire au revoir. Le directeur des funérailles hocha la tête avec une sympathie professionnelle, mais son regard vers la porte d'entrée trahissait son désir d'en finir avec cette triste affaire et de passer à son prochain engagement. « Nous pouvons toujours procéder avec dignité, madame, » insista-t-il. Le pasteur peut dire quelques mots, puis nous vous laisserons un moment de recueillement avant de... Françoise secoua lentement la tête, un geste à la fois délicat et inflexible. « Non !» dit-elle simplement. Sans un mot de plus, elle déposa délicatement la rose blanche sur le cercueil, ses doigts déformés s'attardant un moment sur le bois poli. Puis, à la surprise du directeur des funérailles, elle se dirigea vers le petit podium à l'avant de la chapelle. Gravissant les 2 marches avec une lenteur délibérée, chaque mouvement semblant lui coûter un effort considérable, Françoise se tint finalement derrière le pupitre, ses mains agrippant fermement le bord pour se stabiliser. Le directeur des funérailles et le pasteur échangèrent un regard incertain, ne sachant pas exactement ce que cette vieille dame avait l'intention de faire. Françoise ferma les yeux un instant, son visage ridé se détendant alors qu'elle semblait se retirer en elle-même, puisant dans une source intérieure que personne d'autre ne pouvait voir. Puis elle prit une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant sous son manteau noir élimé, et commença à chanter. Les premières notes d'Amazing Grace s'élevèrent dans la chapelle vide, d'abord doucement, presque hésitante, comme une flamme vacillante qui lutte pour prendre vie. Mais alors que la mélodie se développait, la voix de Françoise gagna en puissance et en assurance, se déployant comme des ailes longtemps repliées qui s'étendent enfin vers le ciel. Une voix si puissante, si émouvante et d'une beauté, si déchirante qu'il semblait impossible qu'elle puisse émaner de ce corps frêle et fatigué. Le directeur des funérailles se figea, sa main à mi-chemin vers sa poche où il avait commencé à ranger son carnet de notes. Le pasteur, qui s'était apprêté à s'asseoir, resta debout, comme si une force invisible l'avait cloué sur place. La voix de Françoise remplit l'espace avec une richesse et une émotion qui transformèrent instantanément la petite chapelle délabrée. Ce n'était plus un lieu d'abandon et de solitude, mais un sanctuaire où la beauté et la douleur s'entremêlaient, dans une tapisserie sonore qui touchait l'âme même. Ce qui avait commencé comme un moment de deuil privé se transforma quand la porte de la chapelle s'ouvrit silencieusement. Une jeune femme, trempée par la pluie et cherchant manifestement un abri temporaire, se glissa à l'intérieur.
Elle s'arrêta net juste après avoir franchi le seuil, frappée par la scène devant elle, une femme âgée, seule, chantant avec une passion déchirante devant un cercueil solitaire. La jeune femme, Mélanie Dubois, une étudiante en journalisme, à l'université locale, resta immobile, hypnotisée par le spectacle. Sans réfléchir, Mélanie sortit son téléphone de sa poche et commença à filmer. Ce n'était pas un acte calculé de voyeurisme ou de recherche de sensationnalisme, mais plutôt un réflexe instinctif face à quelque chose de si authentique et puissant qu'elle savait qu'elle devait le capturer. La mélodie s'éleva et retomba, la voix de Françoise oscillant entre force et vulnérabilité, entre maîtrise technique et émotion brute. Alors que Françoise atteignait la fin de l'hymne, sa voix s'éleva une dernière fois dans un crescendo qui semblait défier les limites mêmes de ce qu'un être humain pouvait exprimer avec la voix seule. Les dernières notes résonnèrent dans l'espace, s'attardant dans l'air comme si elles cherchaient à éviter de s'éteindre. Puis finalement, le silence revint, mais ce n'était plus le silence vide et désolé d'auparavant. C'était un silence plein, presque tangible, comme si l'air lui-même avait été transformé par ce qui venait de se passer. Françoise ouvrit les yeux, son visage marqué par des rivières de larmes silencieuses qui avaient coulé sans qu'elle ne s'en aperçoive. Elle fixa le cercueil un long moment, puis murmura doucement « Au revoir, mon ami, repose en paix ». Puis, avec la même lenteur délibérée qu'auparavant, elle descendit du podium et se dirigea vers la sortie, passant devant Mélanie qui se tenait toujours figée près de la porte, son téléphone toujours levé. Leurs regards se croisèrent brièvement, une connexion fugace entre deux étrangères, l'une au début de sa vie, l'autre s'approchant de la fin, unies momentanément par un acte de beauté partagé. Françoise inclina légèrement la tête en reconnaissance silencieuse, avant de passer la porte et de disparaître dans la pluie. Ce que Françoise ne pouvait pas savoir, alors qu'elle rentrait lentement chez elle sous la pluie battante, refusant l'offre de transport du directeur des funérailles, préférant sentir les gouttes froides sur son visage comme pour laver ses larmes, c'est que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Dans les heures qui suivirent, la vidéo capturée par Mélanie commença son voyage à travers le monde numérique. D'abord partagée sur son compte Instagram avec une simple légende, « J'ai assisté aujourd'hui au moment le plus beau et le plus déchirant de ma vie ». Elle fut rapidement reprise et partagée à nouveau. En quelques heures, la vidéo devint virale, captivant des millions de personnes à travers le pays et au-delà par l'émotion brute d'une femme âgée chantant seule lors de funérailles désertes. Les utilisateurs des réseaux sociaux, habituellement cyniques et rapidement distraits, s'arrêtèrent collectivement devant ce moment de pure humanité. Les commentaires affluèrent par milliers, beaucoup exprimant leur émotion avec de simples émojis de cœur brisé ou de larmes, d'autres partageant leurs propres histoires de perte et de solitude, tous unis dans une expérience commune de beauté et de chagrin qui transcendait les écrans à travers lesquels ils avaient été témoins de ce moment. À la tombée de la nuit, Lyon bourdonnait avec l'histoire de la veuve chantante, bien que Françoise fût divorcée depuis des décennies. Les chaînes de télévision locales se bousculaient pour des interviews, envoyant des journalistes frapper à toutes les portes près de la chapelle, espérant retrouver la femme mystérieuse qui avait touché tant de cœurs. Les réseaux sociaux étaient en ébullition avec des théories et des recherches d'indices, certains prétendant connaître son identité, d'autres inventant des histoires fantaisistes pour expliquer la scène captivante. Mais Françoise, inconsciente de tout cela, s'était déjà retirée dans son modeste appartement, au 5e étage, d'un vieil immeuble sans ascenseur, dans le quartier de la Croix-Rousse. Un espace simple mais soigné, rempli de photographies jaunies par le temps, d'instruments de musique qui n'avaient pas été joués depuis des années et de prix poussiéreux d'une vie antérieure qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Dans son salon aux murs décolorés par le temps, elle s'installa dans son fauteuil usé, une tasse de thé refroidissante à côté d'elle, et regarda la pluie à travers sa fenêtre, perdue dans ses souvenirs,
totalement ignorante du fait que, à cet instant précis, des millions de personnes étaient émues aux larmes par sa voix. Françoise n'avait pas toujours été seule. 40 ans plus tôt, elle était Françoise Nussbaum, une étoile montante de l'opéra avec une carrière prometteuse devant elle. Son talent avait été découvert tôt, alors qu'elle n'avait que 12 ans, chantant dans la chorale de son école à Lyon. Son professeur de musique, reconnaissant immédiatement le don exceptionnel de cette fille, au regard intense et à la voix qui semblait contenir toutes les émotions du monde, avait insisté pour qu'elle prenne des leçons particulières. De là, son ascension avait été presque météorique. À 18 ans, elle avait remporté une bourse pour étudier au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. À 22 ans, elle avait fait ses débuts à l'Opéra de Lyon dans un rôle secondaire qui lui avait néanmoins valu des critiques élogieuses. À 25 ans, elle était en passe de devenir une véritable étoile de la scène lyrique française, avec des invitations pour se produire à Paris, à Milan et même au Metropolitan Opera de New York. C'est alors qu'elle avait rencontré Guillaume Moreau, un jeune homme charismatique aux ambitions politiques qui l'avait séduite avec sa vision d'un avenir où ils brilleraient ensemble. Lui comme figure politique montante, elle comme son épouse accomplie et respectée. Aveuglée par l'amour et flattée par l'attention d'un homme qui semblait voir en elle plus qu'une simple voix, Françoise avait commencé à décliner des rôles, à reporter des engagements, à s'éloigner progressivement de ce monde qui avait été le sien. Au début, elle s'était dit que ce n'était que temporaire, qu'elle reviendrait à sa carrière une fois que Guillaume aurait établi la sienne. Mais les années avaient passé, remplies par les responsabilités d'épouse d'un homme politique en vue, puis par celle de mère, lorsque leur fille, Christine, était née 2 ans après leur mariage. Sa voix, autrefois sa priorité absolue, était devenue un talent d'agrément, quelque chose qu'elle sortait occasionnellement lors de dîners politiques pour impressionner les invités de son mari. Lorsque leur mariage s'effondra après 20 ans en raison des infidélités constantes de Guillaume, des aventures qu'il avait à peine pris la peine de cacher, considérant le silence de Françoise comme de l'acceptation, plutôt que comme de la dignité, Françoise se retrouva avec rien d'autre que ses diplômes d'enseignante et une voix qu'elle ne partageait plus avec le monde. Sa confiance en elle, autrefois inébranlable lorsqu'elle se tenait sur scène, avait été érodée par des années à jouer un rôle qui n'était pas le sien. Sa fille, Christine, ressentit de leur vie instable dans l'ombre de la carrière de son père et de ce qu'elle percevait comme la faiblesse et l'effacement volontaire de sa mère, avait déménagé à Marseille dès qu'elle en avait eu l'occasion, établissant sa propre carrière dans le journalisme et ne communiquant avec Françoise que par des appels téléphoniques obligatoires lors des anniversaires et des fêtes. Leur conversation était polie mais superficielle. 2 étrangères liées par le sang mais séparées par des années de non-dits et de ressentiments silencieux. Ainsi, Françoise avait vieilli seule, enseignant le chant et la théorie musicale dans une école primaire locale jusqu'à sa retraite, vivant une vie modeste et ordonnée qui ne contenait que des échos lointains de la gloire et de la passion de sa jeunesse. Elle avait quelques amis, principalement d'autres enseignants à la retraite, mais sa seule véritable confidente avait été Jacqueline, son amie d'enfance qu'il avait connue avant sa renommée, qu'il avait soutenue à travers ses triomphes et ses échecs, et qui maintenant l'avait laissée vraiment seule. Le lendemain des funérailles, Françoise se réveilla avec la sensation étrange d'être observée. Il lui fallut un moment pour réaliser que le bruit qui l'avait tiré du sommeil était celui de quelqu'un frappant insistamment à sa porte. S'enveloppant dans sa robe de chambre élimée, elle se dirigea vers l'entrée, surprise par cette intrusion dans sa routine matinale solitaire. En ouvrant la porte, elle se trouva face à une femme d'une 40aine d'années, au visage avenant et aux yeux vifs qui s'illuminèrent en la voyant. Derrière elle se tenait un homme portant une caméra sur l'épaule, et Françoise pouvait voir d'autres personnes se bousculant dans le couloir étroit de son immeuble. « Madame Nussbaum, Françoise Nussbaum »
demanda la femme avec un enthousiasme à peine contenu. « Je suis Isabelle Leclerc de France 3 Rhône-Alpes. Nous aimerions vous parler de votre magnifique performance hier à la chapelle Saint-Michel. » Françoise cligna des yeux, confuse. « Ma performance? Je ne comprends pas. » Isabelle sourit largement, révélant des dents parfaitement blanches qui semblaient irréelles dans le couloir faiblement éclairé. La vidéo de vous chantant aux funérailles est devenue virale. Des millions de personnes l'ont vue. Vous êtes une sensation sur Internet, la veuve chantante comme beaucoup vous appellent. Françoise sentit ses jambes faiblir sous elle. Une sensation virale. Millions de personnes. Ces mots n'avaient aucun sens pour elle, comme s'ils étaient prononcés dans une langue étrangère. Elle s'accrocha au cadre de la porte pour se stabiliser. « Je pense qu'il y a une erreur, » dit-elle doucement. « J'ai simplement chanté pour dire adieu à mon ami. Ce n'était pas une performance. » L'expression d'Isabelle s'adoucit, reconnaissant la vulnérabilité et la confusion dans les yeux de la vieille dame. « C'est précisément pourquoi cela a touché tant de personnes, Madame Nussbaum. Votre authenticité, votre émotion, votre talent extraordinaire. Nous aimerions raconter votre histoire à nos téléspectateurs. Il y a tant de personnes qui veulent vous connaître, qui ont été profondément émues par votre chant. » Françoise secoua la tête, se retirant lentement dans l'appartement. « Non, je suis désolé. Je n'ai pas d'histoire à raconter. Veuillez m'excuser. » Avant qu'Isabelle ne puisse protester, elle ferma doucement mais fermement la porte, s'appuyant contre elle comme si elle craignait que la journaliste et son équipe ne tentent de forcer leur entrée. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, un rythme irrégulier qui lui rappelait son âge et sa fragilité. Comment était-ce possible? Comment un moment aussi privé, aussi personnel que ses adieux à Jacqueline avait-il pu devenir? Un spectacle public? La pensée que des étrangers avaient été témoins de sa douleur, de sa vulnérabilité, lui donnait l'impression d'avoir été dépouillée de quelque chose de précieux. Toute la journée, Françoise resta barricadée dans son appartement, ignorant la sonnette qui retentissait à intervalles réguliers et les voix qui l'appelaient à travers la porte. Elle débrancha son téléphone fixe après le 5e appel d'un journaliste ou d'un producteur de télévision. Le monde extérieur, qu'il avait si facilement oublié pendant des décennies, semblait maintenant déterminé à forcer son entrée dans sa vie solitaire. Ce n'est que tard dans la soirée, lorsque la sonnette s'était enfin tue et que le silence était revenu dans son immeuble, que Françoise osa sortir pour vider ses poubelles. En descendant silencieusement les escaliers, elle remarqua une enveloppe qui avait été glissée sous sa porte. Avec méfiance, elle la ramassa et l'ouvrit une fois de retour dans la sécurité de son appartement. À l'intérieur se trouvait une simple carte de visite, accompagnée d'une note manuscrite. « Madame Nussbaum, je m'appelle Gabriel Laurent. J'étais un étudiant au conservatoire quand vous étiez à l'apogée de votre carrière, et votre voix a été une inspiration pour moi. Aujourd'hui, je dirige la chorale communautaire Les Voix de Lyon, et je serais honoré si vous acceptiez de nous rencontrer. Non pas pour des interviews ou de la publicité, mais simplement pour la musique. Votre musique. Respectueusement vôtre, Gabriel Laurent. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Françoise fixa la carte longtemps, ses doigts déformés traçant les mots comme si elle pouvait en absorber le sens à travers sa peau. Un étudiant qu'il avait entendu chanter dans sa jeunesse, quelqu'un qu'il avait connu avant sa disparition, de la scène musicale, avant que sa vie ne prenne ce tournant inattendu qui l'avait éloigné de ses rêves. L'idée qu'elle ait pu inspirer quelqu'un, que sa voix ait eu un impact durable sur une autre âme, réveilla en elle une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La fierté. Pourtant, l'idée de rencontrer cet homme, de confronter ce fragment de son passé l'effrayait. Que verrait-il quand il la regarderait? Une ombre de la chanteuse qu'elle avait été, une vieille femme brisée dont la voix, comme son corps, avait été ravagée par le temps et le manque d'usage? Non,
C'était trop risqué, trop douloureux. Françoise reposa la carte sur sa table de cuisine, déterminée à l'ignorer. Sa vie était ce qu'elle était maintenant, simple, prévisible, sans complications. Elle n'avait pas besoin de remuer les cendres d'une carrière abandonnée depuis longtemps. Mais alors qu'elle se préparait pour se coucher cette nuit-là, elle se surprit à fredonner doucement, sa voix rauque et hésitante, dans le silence de son appartement. Une mélodie qu'elle n'avait pas chantée depuis des années, un aria de La Bohème qui avait été l'un de ses plus grands triomphes. Les notes semblaient gauches et inhabituelles dans sa gorge, comme si elle tentait de naviguer dans un paysage autrefois familier, mais maintenant transformé par le temps. Elle s'arrêta, frustrée par les limitations de sa voix autrefois si souple et obéissante. Son arthrite faisait mal à ses doigts, alors qu'elle tenait le bord de son lavabo, regardant son reflet dans le miroir, les rides profondes autour de ses yeux, les joues affaissées, les taches brunes qui marquaient sa peau autrefois de porcelaine. Le temps avait été cruel, effaçant presque toute trace de la jeune diva qui avait un jour enchanté la foule. Presque, mais pas entièrement. Car, dans ses yeux, derrière la fatigue et la résignation, brillait encore une étincelle. Une étincelle qui s'était momentanément ravivée lorsqu'elle avait chanté pour Jacqueline, et qui maintenant refusait de s'éteindre complètement. La semaine suivante passa dans un flou de journalistes persistants, de sonnettes intrusives et de regards curieux des voisins qui n'avaient jamais prêté attention à la femme âgée tranquille du 5e étage auparavant. Françoise maintint sa routine quotidienne autant que possible. Ses promenades matinales jusqu'à la boulangerie locale, ses après-midi à lire dans le petit parc près de chez elle, ses soirées avec un livre et une tasse de tisane. Mais, sous cette normalité apparente, quelque chose bouillonnait en elle, un mélange de peur, d'excitation et de ce qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Finalement, un mardi matin pluvieux, Françoise prit la carte de visite de Gabriel, Laurent, qui était resté sur sa table de cuisine comme un défi silencieux, et composa le numéro indiqué. Sa main tremblait légèrement alors que le téléphone sonnait. « Allô ?» La voix à l'autre bout était profonde et chaleureuse. « Monsieur Laurent ?» Sa propre voix sonnait étrangement formelle à ses oreilles. « C'est Françoise Nussbaum. Vous avez laissé une carte sous ma porte la semaine dernière. » Il y eut un bref silence, puis une exclamation de joie. « Madame Nussbaum, je suis tellement heureux que vous ayez appelé. J'avais presque perdu espoir. »« J'ai réfléchi à votre invitation, » dit-elle, hésitante. « Je ne suis pas sûre de ce que vous attendez de moi, mais je serai prête à vous rencontrer, juste pour discuter. » Merveilleux! L'enthousiasme de Gabriel était palpable même à travers la ligne téléphonique. Que diriez-vous de demain? Je pourrais venir vous chercher ou nous pourrions nous retrouver dans un café, si vous préférez. Françoise réfléchit un instant. L'idée d'être vue en public, d'être potentiellement reconnue après cette vidéo, la rendait anxieuse. « Pourriez-vous venir chez moi à 15 heures? Ce serait parfait, répondit Gabriel. Je vous remercie de me donner cette opportunité, Madame Nussbaum. Vous ne le regretterez pas. Après avoir raccroché, Françoise resta assise immobile pendant plusieurs minutes, se demandant si elle venait de commettre une terrible erreur. En 40 ans, elle n'avait jamais vraiment parlé de sa carrière abandonnée, ni des rêves qu'elle avait mis de côté. Pourrait-elle supporter de raviver ses souvenirs maintenant, de confronter tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait sacrifié? Le lendemain, à exactement 15 heures, la sonnette de Françoise retentit. En ouvrant la porte, elle découvrit un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel, soigneusement coiffé et aux yeux bruns chaleureux derrière des lunettes à monture fine. Il portait un costume simple mais élégant et tenait un bouquet de lys blanc. « Madame Nussbaum, » dit-il en tendant les fleurs, « c'est un honneur de vous rencontrer enfin, ou plutôt de vous rencontrer à nouveau. » Françoise accepta les fleurs, avec un léger froncement de sourcils. « Nous nous sommes déjà rencontrés. » Gabriel sourit, des rides de rire apparaissant au coin de ses yeux. « Une fois. J'étais étudiant au conservatoire quand vous êtes venu donner une masterclass. C'était en 1977. Vous m'avez critiqué assez sévèrement pour mon interprétation.
de Don Giovanni, mais cela a changé ma façon de chanter pour toujours. Un vague souvenir traversa l'esprit de Françoise, un jeune ténor nerveux avec une voix prometteuse mais une technique imparfaite. Vous étiez le garçon qui se balançait, d'un pied sur l'autre, dit-elle lentement, surprise par cette connexion inattendue avec son passé. Le sourire de Gabriel s'élargit. Exactement. Et vous m'avez dit que je chantais comme si j'avais besoin d'aller aux toilettes plutôt que comme un séducteur passionné. Malgré elle, Françoise sentit un sourire se former sur ses lèvres. C'était un peu dur de ma part. C'était exactement ce dont j'avais besoin, répondit Gabriel, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Parce que vous voyez toujours la vérité dans la musique, et c'est ce dont ma chorale a désespérément besoin. Invitant Gabriel à s'asseoir dans son modeste salon, Françoise servit du thé dans ses meilleures tasses, celles qu'elle gardait pour les occasions spéciales qui n'arrivaient presque jamais. « Votre chorale, parlez-moi d'elle. » Gabriel prit une gorgée de thé avant de répondre. « Les Voix de Lyon est une chorale communautaire que j'ai fondée il y a 10 ans. Nous avons des membres de tous âges et de tous horizons, des professionnels, des étudiants, des retraités. Ce qui nous unit, c'est notre amour pour la musique classique et chorale. Nous nous produisons plusieurs fois par an dans des lieux locaux, et parfois nous participons à des concours régionaux. » Il fit une pause, posant sa tasse sur la table basse. « En fait, nous nous préparons actuellement pour le concours national, des chorales, qui aura lieu dans 6 mois à Paris. C'est une compétition prestigieuse, et nous avons été sélectionnés pour y participer pour la première fois. » Françoise hocha la tête, attendant la suite, sentant que Gabriel n'était pas venu simplement pour lui parler de sa chorale. « Le problème, continua-t-il, confirmant ses soupçons, c'est que nous luttons avec notre pièce principale, l'Ave Maria de Franz Biebl. C'est une composition complexe, exigeante, qui nécessite une profondeur émotionnelle que mes chanteurs n'arrivent pas à atteindre. Et puis j'ai vu cette vidéo de vous. » Françoise se raidit légèrement. « La vidéo. » Gabriel se pencha en avant, ses yeux s'animant d'une passion intense. « Cette vidéo a capturé quelque chose de rare et de précieux, Madame Nussbaum. Pas seulement une belle voix, mais une âme qui chante. C'est ce que j'essaie désespérément d'enseigner à mes choristes, et c'est ce que vous possédez naturellement, même après toutes ces années. Qu'attendez-vous de moi exactement ?» demanda Françoise, soudain méfiante. « Je ne suis plus la chanteuse que j'étais. Mon arthrite rend même le fait de tenir une partition douloureuse et des années de silence ont affaibli ma voix. » Gabriel sourit doucement. « Je voudrais vous inviter à rejoindre notre chorale, Madame Nussbaum, pas comme une curiosité ou une célébrité, mais comme une voix parmi d'autres. Une voix qui pourrait nous aider à trouver la profondeur émotionnelle que nous cherchons, et peut-être, si vous le souhaitez, partager un peu de votre sagesse avec nous. » Françoise regarda Gabriel, son visage reflétant un mélange de surprise et d'incrédulité. « Rejoindre votre chorale, à mon âge ?» Elle émit un petit rire sec qui dissimulait mal son anxiété. « Monsieur Laurent, je n'ai pas chanté sérieusement depuis plus de 40 ans. Ce que vous avez entendu à la chapelle, c'était juste un moment d'émotion. » Gabriel ne fut pas découragé. « C'est exactement ce que je cherche, l'émotion authentique. La technique peut s'affiner ou se retrouver avec de la pratique, mais cette capacité à transmettre des émotions brutes à travers la musique, c'est un don rare. » Il posa sa tasse et se pencha vers elle. « Venez simplement assister à une répétition. Observez, écoutez, et si vous décidez que ce n'est pas pour vous, je comprendrai parfaitement. » Quelque chose dans la sincérité tranquille de Gabriel toucha Françoise. Peut-être était-ce la façon dont il parlait de musique, non pas comme d'une performance à juger, mais comme d'une expression de l'âme à partager. Ou peut-être était-ce simplement le fait que, pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un voyait en elle la musicienne qu'elle avait été autrefois, plutôt que la vieille femme solitaire qu'elle était devenue. « Une répétition, dit-elle finalement, juste pour observer, rien de plus. » Le visage de Gabriel s'illumina comme celui d'un enfant le matin de Noël. « C'est tout ce que je demande.
Notre prochaine répétition est jeudi soir à 19 heures, à l'église Saint-Paul dans le 3e arrondissement. Je viendrai vous chercher. Après le départ de Gabriel, Françoise resta longtemps assise à sa fenêtre, regardant les nuages gris qui s'amoncelaient au-dessus de Lyon. Elle se sentait étrangement légère, comme si une porte qu'elle avait gardée fermée pendant des décennies venait de s'entr'ouvrir, laissant entrer un rayon de lumière dans l'obscurité familière de sa vie. Jeudi arriva plus vite que Françoise ne l'aurait souhaité. Toute la journée, elle fut tourmentée par l'anxiété, changeant plusieurs fois de tenue, avant de se décider pour une simple robe bleu marine et un cardigan gris perle, sobre, élégant, neutre, ni trop formel, ni trop décontracté. Le genre de tenue qui lui permettrait de se fondre dans le décor, d'observer sans être observé. À 18h45 précise, sa sonnette retentit. Gabriel, ponctuel comme un métronome, lui adressa un sourire rassurant en la voyant. « Vous êtes ravissante, Madame Nussbaum. »« Françoise, » corrigea-t-elle doucement, « si je dois passer la soirée avec vous et votre chorale, autant utiliser mon prénom. » Le trajet jusqu'à l'église fut bref, mais révélateur. Gabriel lui parla de chaque membre de la chorale avec une affection paternelle évidente. Mathieu, le jeune avocat à la voix de baryton puissante qui manquait parfois de subtilité. Sylvie, l'infirmière soprano dont le trill était impeccable mais qui manquait de confiance. Victor, le retraité de 68 ans qui avait rejoint la chorale après la mort de sa femme, et dont la voix de basse profonde était comme un fondement solide sur lequel tout le reste pouvait s'appuyer. Françoise écoutait attentivement, absorbant ces détails, se préparant mentalement à l'expérience qui l'attendait. À mesure que la voiture s'approchait de l'église, elle sentait son cœur battre plus fort, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis bien longtemps. Le trac, cette vieille connaissance, à la fois terrifiante et exaltante. L'église Saint-Paul était un édifice néo-gothique modeste mais élégant, avec une acoustique que beaucoup de salles de concert modernes auraient enviée. En entrant dans la nef où une vingtaine de personnes étaient déjà rassemblées, discutant joyeusement par petits groupes, Françoise s'arrêta un instant, saisie par la familiarité de la scène. Les choristes, les partitions, l'excitation palpable avant une répétition, c'était comme si elle avait fait un bond dans le temps, revenant à une époque où la musique était le centre de son univers. Gabriel posa doucement une main sur son épaule. « Vous allez bien ?» Elle hocha la tête, incapable de parler, et le suivit vers l'avant de l'église. Les conversations s'éteignirent progressivement à leur approche, tous les regards se tournant vers la nouvelle venue. Françoise pouvait presque les entendre penser. « Est-ce elle, la femme de la vidéo ?»« Mes amis, » annonça Gabriel avec une fierté évidente dans la voix, « j'ai l'immense honneur de vous présenter Madame Françoise Nussbaum, qui a accepté de se joindre à nous ce soir en tant qu'observatrice. » Il y eut un moment de silence, stupéfait, puis une explosion d'applaudissements et d'exclamations. Françoise se sentit rougir, submergée par cette réaction enthousiaste. Une jeune femme aux cheveux courts, teint en violet, s'approcha, les yeux brillants d'admiration. « Madame Nussbaum, votre vidéo m'a fait pleurer. Je l'ai regardée au moins 20 fois. Je m'appelle Sophie, je suis première soprano. » Avant que Françoise ne puisse répondre, d'autres choristes s'approchèrent, se présentant, exprimant leur admiration, posant des questions. Gabriel dut finalement intervenir, tapant dans ses mains pour ramener l'ordre. « Allons, allons, ne l'effrayez pas avant même que nous ayons commencé. Tout le monde à sa place, s'il vous plaît. Françoise va s'asseoir ici et nous observer. » Il lui indiqua une chaise confortable placée sur le côté, avec une vue parfaite sur l'ensemble de la chorale. Alors que les choristes prenaient leur place, organisés par registre vocal, Gabriel distribua les partitions de l'Ave Maria de Biebl. Françoise reconnut immédiatement la composition, une pièce magnifique mais exigeante, nécessitant non seulement une technique vocale solide, mais aussi une compréhension profonde de sa structure émotionnelle. « Commençons par un échauffement », annonça Gabriel, et la répétition débuta. Françoise observa avec un intérêt croissant,
La chorale était techniquement compétente. Chaque note était juste, chaque entrée précise, le tout harmonieux et bien équilibré. Pourtant, alors qu'ils abordaient l'Ave Maria, Françoise comprit immédiatement ce que Gabriel avait voulu dire. Il manquait quelque chose d'essentiel, l'âme, l'émotion, cette qualité indéfinissable qui transforme une performance techniquement correcte en une expérience transcendante. Après plusieurs passages laborieux, Gabriel soupira, passant une main dans ses cheveux en signe de frustration. « Non, 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 c'est propre, c'est juste, mais ce n'est pas vivant. Cette pièce raconte une histoire d'amour divin, de compassion, de miracle. Je n'entends rien de tout cela. » La soprano nommée Sophie leva timidement la main. « Peut-être que Madame Nussbaum pourrait nous donner son avis. Elle doit certainement avoir une perspective unique. » Tous les regards se tournèrent vers Françoise, qui sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait pas prévu de participer activement, simplement d'observer. Mais face à ces visages pleins d'espoir et de curiosité, elle se surprit à se lever lentement de sa chaise. « Puis-je voir la partition ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Gabriel s'empressa de lui en tendre une, un sourire encourageant aux lèvres. Françoise examina les notes pendant quelques instants, des souvenirs affluents dans son esprit, des heures passées à disséquer des compositions similaires, à chercher l'intention du compositeur derrière chaque phrase musicale. « Le problème, dit-elle finalement, n'est pas technique. Vous chantez tous parfaitement juste, mais vous chantez avec vos voix, pas avec vos cœurs. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. Cette pièce, elle parle d'une femme, une mère, qui reçoit une nouvelle incroyable, une nouvelle qui change non seulement sa vie, mais le monde entier. Imaginez ce moment, la surprise, la peur, l'émerveillement, la joie. Tout cela est dans la musique. Elle s'approcha du groupe, sentant une énergie familière monter en elle. Quand vous chantez Ave Maria, ce ne sont pas juste des mots en latin. C'est une salutation, un moment de connexion entre le divin et l'humain. Chaque note devrait vibrer avec cette intensité. Gabriel observait Françoise avec un mélange de respect et de fascination. Il s'approcha du piano. « Peut-être pourriez-vous nous montrer juste la première phrase ?» Françoise hésita, prise au dépourvu. Elle n'avait pas prévu de chanter ce soir, n'était pas préparée. Mais quelque chose dans l'atmosphère de cette église, dans l'attente respectueuse des choristes, la poussa à acquiescer. « Je vais essayer, » dit-elle. « Mais rappelez-vous que ma voix n'est plus ce qu'elle était. » Gabriel joua les premières notes de l'introduction et Françoise ferma les yeux, laissant la musique l'envelopper. Puis, quand vint son entrée, elle chanta « Ave Maria, gratia plena ». Sa voix n'avait plus la clarté cristalline de sa jeunesse. Elle était plus grave, plus riche peut-être, avec une texture que seules les années et l'expérience pouvaient donner. Mais ce qu'elle avait perdu en technique, elle le compensait amplement par la profondeur émotionnelle. Chaque syllabe était imprégnée de révérence, d'émerveillement, comme si elle découvrait ses mots pour la première fois. Lorsqu'elle s'arrêta, après la première phrase, il y eut un silence complet dans l'église. Françoise ouvrit les yeux, soudain embarrassée. Avait-elle été ridicule, une vieille femme essayant de retrouver une gloire passée? Mais les visages qui la regardaient n'exprimaient pas la pitié ou la déception. Ils reflétaient plutôt une sorte d'émerveillement, comme si elle venait de leur révéler un secret longtemps gardé. « C'est exactement ce que je voulais dire, » dit doucement Gabriel. « Merci, Françoise. » Le reste de la répétition prit une tournure différente. Les choristes, inspirés par l'exemple de Françoise, commencèrent à chanter avec une nouvelle conscience, cherchant l'émotion derrière les notes. Ils étaient loin d'être parfaits, des années de chant technique ne s'effacent pas en une soirée, mais il y avait une différence perceptible, une qualité que la musique n'avait pas eue auparavant. Au milieu d'une reprise de la section centrale, la soprano principale, une femme d'une quarantaine d'années nommée Claire, fut prise d'une quinte de toux sévère. Elle s'excusa, expliquant qu'elle luttait contre un rhume depuis plusieurs jours. « Je ne pense pas pouvoir continuer ce soir, » admit-elle avec une grimace frustrée. «
Ma gorge est en feu. Gabriel fronça les sourcils, visiblement préoccupé. Nous devons absolument travailler cette section. Sophie pourrait-elle prendre ta place pour ce soir? La jeune femme aux cheveux violets secoua la tête. Je ne connais pas assez bien la partie solo, je suis désolé. Un silence embarrassé s'installa. Puis, à la surprise de tous, y compris, d'elle-même, Françoise s'avança. « Je pourrais essayer, » offrit-elle, « si cela peut t'aider. » Gabriel la regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. « Vous connaissez cette pièce? Je l'ai chantée, il y a longtemps, » admit Françoise. « Je ne promets rien, mais je me souviens encore assez bien de la mélodie. » Elle prit la partition des mains de Claire et examina rapidement le passage en question. La mémoire musculaire était une chose étonnante. Ses yeux parcouraient les notes et sa voix intérieure chantait déjà la mélodie, comme si elle l'avait interprétée hier et non il y a plusieurs décennies. « D'accord, » dit Gabriel, reprenant sa place au piano. « Commençons à la mesure 43, tout le monde. » Il joua l'introduction et la chorale entama la section. Puis vint le moment du solo, et Françoise commença à chanter. Sa voix, incertaine au début, gagna rapidement en assurance. Le passage était exigeant, avec des sauts d'intervalles complexes et des nuances subtiles, mais elle navigua à travers lui avec une grâce qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Ce n'était pas parfait. Il y eut quelques notes légèrement approximatives, et son souffle n'était plus aussi soutenu qu'autrefois, mais l'émotion qu'elle transmettait transcendait ses imperfections techniques. Quand elle atteignit la fin du solo et que le reste de la chorale se joignit à elle pour le crescendo final de la section, il y eut une fusion magique des voix, comme si tout le groupe avait été inspiré par son exemple et chantait maintenant avec une nouvelle intensité. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence respectueux régna pendant quelques secondes, puis fut brisé par des applaudissements spontanés des choristes. Françoise sentit ses joues s'enflammer, mi-embarrassée, mi-exaltée par cette réaction. C'était extraordinaire, murmura Gabriel, ses yeux brillants d'une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Françoise, je sais que vous êtes venue ce soir seulement pour observer, mais accepteriez-vous de vous joindre à nous pour les répétitions à venir? Pas nécessairement pour chanter les solos, seulement si vous le souhaitez, mais votre présence, votre perspective sont exactement ce dont nous avons besoin. » Françoise resta silencieuse un moment, des émotions contradictoires se bousculant en elle. D'un côté, la peur de l'engagement, peur de l'échec, peur de raviver d'anciennes blessures. De l'autre, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie, depuis si longtemps qu'elle mit un moment à l'identifier, le désir ardent de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même, de créer de la beauté en collaboration avec d'autres. « Je ne sais pas si je serais utile, » dit-elle finalement. « Ma voix n'est plus fiable, mon arthrite rend difficile le fait de tenir une partition pendant longtemps. »« Nous nous adapterons, » l'interrompit Gabriel avec fermeté. « Un pupitre pour votre partition, des pauses régulières. Ce qui compte, c'est ce que vous apportez ici. » Il toucha sa poitrine. « Votre musicalité, votre sensibilité, votre expérience, on ne peut pas enseigner cela, Françoise. On peut seulement espérer l'absorber en côtoyant quelqu'un qui le possède. » Sophie s'approcha, les yeux pleins d'espoir. « S'il vous plaît, Madame Nussbaum, même si vous venez juste une fois par semaine, vous nous avez déjà tant appris en une seule soirée. » D'autres voix se joignirent à la sienne, un chœur d'encouragement et de supplication qui fit monter les larmes aux yeux de Françoise. Comment était-il possible que ces étrangers la voient, vraiment la voient, quand elle s'était rendue invisible pendant si longtemps? « D'accord, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « J'essaierai, une répétition à la fois. » La joie qui illumina le visage de Gabriel valait tous les applaudissements du monde. « Vous ne le regretterez pas, Françoise. Je vous le promets. » Sur le chemin du retour, Françoise resta silencieuse, observant les lumières de la ville qui défilaient par la fenêtre de la voiture. Une fatigue profonde s'était installée dans ses os. Elle n'avait pas l'habitude de tant d'activités, de tant d'émotions en une seule soirée, mais c'était une fatigue étrangement satisfaisante. « À quoi pensez-vous »
demanda doucement Gabriel, lui jetant un regard en coin alors qu'il conduisait. Françoise continua à fixer les lumières dehors pendant un moment avant de répondre. « Je pense à toutes ces années perdues, admit-elle. Toutes ces années où ma voix est restée silencieuse. » Gabriel hocha lentement la tête. « Je comprends, mais peut-être n'était-elle pas vraiment perdue. Peut-être était-elle en jachère, comme un champ qui doit se reposer pour donner une récolte plus riche ensuite. » Françoise sourit légèrement à cette image. C'est une façon généreuse de voir les choses. « C'est la vérité, » insista Gabriel. « Votre voix aujourd'hui, elle porte le poids de votre vie, de vos expériences. C'est ce qui la rend si puissante, si émouvante. Une jeune soprano avec une technique parfaite ne pourrait jamais chanter comme vous l'avez fait ce soir. » Ils arrivèrent devant l'immeuble de Françoise, et Gabriel insista pour l'accompagner jusqu'à sa porte, conscient de sa fatigue. En lui disant au revoir sur le palier, il lui prit doucement la main. « Merci d'avoir pris ce risque ce soir, dit-il. Je sais que ce n'était pas facile pour vous. » Françoise hocha la tête, touchée par sa compréhension. « À jeudi prochain, alors, » répondit-elle simplement. Une fois seule dans son appartement, Françoise s'assit sur son canapé sans même prendre le temps d'enlever son manteau, submergée par un tourbillon d'émotions. Une part d'elle craignait d'avoir commis une grave erreur en acceptant de rejoindre la chorale. N'était-elle pas trop vieille, trop fragile, trop dépassée pour se lancer dans cette aventure? Mais une autre part d'elle, une part longtemps enfouie sous des couches de regret et de résignation, se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Comme si un organe vital, longtemps en hibernation, venait soudain de se réveiller, envoyant du sang frais dans des veines oubliées. Elle se leva finalement, se dirigeant vers sa chambre pour se changer. En passant devant le miroir de l'entrée, elle s'arrêta, surprise par son propre reflet. Ses joues étaient légèrement colorées, ses yeux brillaient d'une lueur qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Ce n'est qu'après un moment qu'elle réalisa ce que c'était, de l'espoir. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, de là à Marseille, une femme d'une quarantaine d'années fixait son écran d'ordinateur avec une expression indéchiffrable. Christine Moreau avait passé la dernière heure à regarder et à re-regarder une vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux, celle d'une femme âgée chantant seule à des funérailles désertes. Sa mère, Françoise Nussbaum. Christine n'avait pas parlé réellement à sa mère depuis plus de 5 ans, limitant leurs interactions à des appels téléphoniques sommaires pour les anniversaires et les fêtes. Leur relation s'était dégradée, progressivement au fil des années, nourrie par des malentendus non résolus, des attentes déçues, et ce que Christine avait toujours perçu comme la faiblesse de sa mère face à son père manipulateur. Mais la femme, dans cette vidéo, cette femme à la voix puissante et déchirante, ne ressemblait en rien à l'image de la mère passive et effacée que Christine avait conservée dans sa mémoire. Il y avait dans ce chant une force, une passion, une authenticité qui la troublait profondément, ébranlant les fondements même de la narratif qu'elle s'était construite sur son enfance et sur sa mère. Son téléphone sonna, l'attirant de sa contemplation. C'était son mari, Antoine. « Tu es encore en train de la regarder, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Christine soupira. « Je ne comprends pas, Antoine. Cette femme, ce n'est pas la mère que j'ai connue. Ma mère était toujours, je ne sais pas, éteinte, comme une lumière qu'on aurait tamisée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une lueur à peine visible. »« Les gens changent, » suggéra Antoine. « Ou peut-être qu'elle a toujours été cette personne, mais que quelque chose ou quelqu'un l'empêchait de le montrer. » Christine resta silencieuse, laissant cette possibilité s'infiltrer dans son esprit. Se pourrait-il qu'elle ait mal jugé sa mère toutes ces années, qu'elle n'ait vu qu'une fraction de qui elle était réellement? « Tu devrais l'appeler, » dit Antoine, « ou mieux, aller la voir. »« Je ne sais pas. Christine, cette vidéo t'obsède. Depuis 3 jours. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as besoin de réponses, de comprendre, et seule ta mère peut te les donner. » Christine savait qu'il avait raison. La vidéo avait ouvert une porte vers un passé qu'elle avait cru fermer définitivement.
soulevant des questions auxquelles elle ne pouvait plus échapper. « D'accord, dit-elle finalement. J'irai la semaine prochaine. J'ai un reportage à couvrir. À Lyon, de toute façon. Je pourrais prolonger mon séjour de quelques jours. » En raccrochant, Christine jeta un dernier regard à l'image figée sur son écran. Sa mère, le visage levé vers le ciel, chantant comme si sa vie en dépendait. Qui était vraiment cette femme? Et pourquoi, après toutes ces années de distance, émotionnelle, Christine ressentait-elle soudain un besoin si urgent de le découvrir? À Lyon, inconsciente du trouble de sa fille, Françoise commençait à s'adapter à sa nouvelle routine. Les répétitions de la chorale avaient lieu 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi soir. Et rapidement, ces soirées devinrent l'axe autour duquel tournait toute sa semaine. Elle se surprenait à attendre ces moments avec une impatience qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, planifiant ses journées de façon à conserver son énergie pour les répétitions. Gabriel avait tenu parole, veillant à ce que sa participation soit aussi confortable que possible. Un pupitre spécial avait été installé pour qu'elle n'ait pas à tenir sa partition, et des pauses régulières étaient aménagées pendant les séances de travail les plus intenses. Les autres choristes, loin de voir ces accommodations comme des favoritismes injustifiés, semblaient comprendre instinctivement la valeur de sa présence parmi eux. Car Françoise ne se contentait pas de chanter. Elle partageait des techniques de respiration qu'elle avait apprises d'un maestro italien dans sa jeunesse, des astuces pour maintenir le vibrato sous contrôle pendant les passages pianissimo, la façon d'aborder une cadence particulièrement délicate, et surtout cette capacité presque magique à transformer des notes sur une page en une histoire vivante, vibrante d'émotions authentiques. « Vous êtes une révélation », lui dit Gabriel, après une répétition particulièrement réussie, 3 semaines après son arrivée. « Il progresse plus vite avec vous que je n'aurais osé l'espérer. » Françoise sourit modestement. Ils avaient déjà du talent, ils avaient juste besoin qu'on leur rappelle pourquoi ils chantent, précisément, et c'est ce que vous faites si admirablement. Mais malgré ces succès, tout n'était pas facile. L'arthrite de Françoise, exacerbée par l'activité accrue, devenait parfois si douloureuse qu'elle devait prendre des analgésiques avant chaque répétition. Elle gardait cette douleur secrète, craignant qu'on ne l'oblige à ralentir ou, et pire, à arrêter complètement si l'on connaissait l'étendue de son inconfort. Un jour, cependant, alors qu'elle luttait pour tourner les pages de sa partition, Gabriel remarqua sa grimace de douleur. « Votre arthrite vous fait souffrir, » dit-il. Ce n'était pas une question. Françoise haussa les épaules, tentant de minimiser. « Ce n'est rien, juste l'âge qui se rappelle à mon bon souvenir. » Gabriel fronça les sourcils, préoccupé. « Vous avez vu un médecin ?»« Il n'y a pas grand-chose à faire à part des analgésiques, et je préfère garder l'esprit clair quand je chante. » Il l'observa un moment en silence, puis hocha la tête. « Je comprends, mais promettez-moi une chose, si la douleur devient trop intense, vous me le direz. Nous trouverons des solutions, Françoise. Il y a toujours des solutions. » Elle acquiesça, touchée par sa sollicitude, bien que peu convaincue qu'il existait des solutions miraculeuses pour un corps vieillissant qui avait décidé de se rebeller contre sa propriétaire. Alors que les semaines passaient et que le concours national des chorales approchait, l'intensité des répétitions augmenta. Les Voix de Lyon devaient présenter 3 pièces. L'Ave Maria de Bièble, un motet de Bach et une adaptation contemporaine d'un chant traditionnel français. Françoise s'était parfaitement intégrée à la chorale, chantant principalement avec les autres sopranos, mais prenant occasionnellement un solo quand la pièce s'y prêtait. Un mardi soir, alors que la répétition tirait à sa fin, Gabriel frappa dans ses mains pour attirer l'attention du groupe. « Mes amis, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, le concours approche à grands pas, plus que 2 mois maintenant. Pour nous aider à nous préparer au mieux, j'ai organisé un concert privé la semaine prochaine, ici même. Rien, de formel, juste un public composé d'amis et de familles pour nous habituer à chanter devant des spectateurs. » Un murmure d'excitation et d'appréhension parcourut les rangs.
Gabriel continua. Ce sera une excellente occasion de tester notre programme complet dans des conditions réelles et de recevoir des retours constructifs. Sophie leva la main. Est-ce que Françoise aura un solo? Tous les regards se tournèrent vers Françoise, qui se sentit soudain exposée. Gabriel lui adressa un sourire encourageant. C'est à elle de décider, bien sûr, mais personnellement, je pense que ce serait merveilleux si elle acceptait de chanter le solo central de l'Ave Maria. Sa interprétation apporte une dimension que personne d'autre ne peut égaler. Françoise sentit son estomac se nouer. Un solo, devant un public, même restreint, même bienveillant, c'était une perspective terrifiante après tant d'années loin de la scène. Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, une voix s'éleva du fond de l'église. « Je pense que ce serait une excellente idée. » Tout le monde se retourna, surpris par cette interruption inattendue. Une femme se tenait à l'entrée de la nef, grande, élégante, dans un tailleur-pantalon sombre qui criait « professionnelle urbaine ». Ses cheveux bruns coupés au carré encadraient un visage aux traits familiers, des traits que Françoise aurait reconnus n'importe où. « Christine » murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle voyait. Sa fille sourit, un sourire hésitant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Bonjour, maman. Pouvez-vous imaginer retrouver un parent après ? Des années de séparation et découvrir qu'il est une personne complètement différente de celle que vous pensiez connaître. Partagez votre expérience dans les commentaires. » Françoise resta immobile pendant ce qui sembla une éternité, incapable de réconcilier la présence de sa fille avec la réalité de ce moment, de cet endroit. Comment Christine l'avait-elle trouvée ici? Et pourquoi, après toutes ces années de distance polie, avait-elle choisi ce moment précis pour réapparaître dans sa vie? Gabriel, sentant la tension et l'émotion du moment, s'adressa doucement au choriste. « Je pense que nous en avons fait assez pour ce soir. Merci à tous pour votre excellent travail. À jeudi. » Françoise demeura un instant figée, le regard rivé sur Christine. Autour d'elle, le silence se fit absolu, comme suspendu dans l'air chargé de tension et d'émotion. Les choristes, témoins inattendus de cette rencontre, s'écartèrent respectueusement pour laisser place à l'intimité de ce face-à-face. Gabriel posa une main douce sur l'épaule de Françoise, non pour l'interrompre, mais pour lui offrir un soutien silencieux. Christine, quant à elle, paraissait aussi vulnérable que sa mère, ses yeux cherchant une réponse dans les traits ridés et pourtant lumineux de Françoise. Un souffle passa entre elles, quelque chose comme la résonance d'un écho lointain, un lien oublié qui se ravivait. Christine baissa les yeux, luttant contre l'émotion, puis fit un pas en avant, maladroite, hésitante. « Maman, je... » Sa voix se brisa. « Je ne savais pas comment te retrouver avant, ni si je le voulais vraiment. » Chaque mot pesait lourd, porteur de années d'absence, de lettres non écrites, de silences partagés. Françoise s'efforça de maîtriser sa voix, fragile après tant d'années de solitude. « Christine, murmura-t-elle, te voir ici, c'est la plus grande surprise de ma vie. » Elle sentit ses genoux fléchir et Gabriel fut prompte à l'épauler. Autour d'eux, la chorale observa en silence. Certains détournèrent le regard, comme pour ne pas interrompre ce moment sacré. D'autres laissaient perler une larme, émus par l'intensité du retour d'une fille auprès de sa mère. La main de Christine trembla quand elle se posa sur celle de Françoise. « J'ai vu la vidéo », souffla-t-elle, les mots roulant sur ses lèvres comme une prière. « Ta voix, je ne te reconnaissais pas, tu étais incroyable. J'ai compris que je m'étais trompé sur toi, sur nous. » Les gouttes de pluie perlant contre les vitraux semblaient accompagner ces mots, comme si le ciel aussi voulait laver les regrets du passé. Françoise inspira profondément, laissant couler une larme silencieuse. « J'ai gâché tant de choses, » admit-elle, la voix tremblante. « Ton père, ma carrière, tout cela m'a éloigné de toi. » Elle baissa la tête, accablée par la culpabilité. Puis, levant les yeux, elle chercha le regard de Christine. « Mais je suis ici maintenant, et je veux essayer de réparer ce qui peut encore l'être. » Christine ôta sa main de celle de sa mère et l'enlaça doucement. Le geste, simple et pourtant chargé, fit fondre les dernières barrières. Les deux femmes restèrent ainsi,
enlacée, tandis que la chorale, bouleversée, reprenait doucement ses esprits. Gabriel s'approcha, discret, et dit « Je crois que nous avons tous assisté à un miracle plus grand encore que la musique. » Un murmure d'approbation parcourut les rangs. Après un temps qui sembla suspendre le monde extérieur, Françoise desserra l'étreinte et sourit à Christine. « Tu veux rester pour le solo ?» proposa-t-elle, un éclat malicieux dans les yeux. Christine hocha la tête, plus d'émotion que de certitude dans le geste. « Oui, j'aimerais voir ça. » La répétition reprit alors, mais cette fois, l'atmosphère était transformée. Quand vint le moment du solo de l'Ave, Maria, la chorale chanta avec une ferveur toute nouvelle, comme guidée par une force invisible. Françoise s'avança et, devant sa fille, qui la filmait en silence, elle ouvrit la bouche. Les premières notes sortirent comme une prière, limpide et chargée d'une émotion pure et réparatrice. Christine, l'appareil tremblant dans sa main, sentit son cœur vibrer à l'unisson, chaque syllabe rendant tangible l'espoir renaissant. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence presque religieux s'abattit sur l'assemblée. Puis une ovation spontanée éclata, mêlée de sanglots, de sourires et de regards émerveillés. Christine, les larmes aux yeux, posa son téléphone pour applaudir à son tour, fière de la femme forte et vulnérable qui se tenait face à elle. Plus tard, dans la petite salle attenante, les choristes fêtaient ce premier pas vers la réconciliation de Françoise avec sa vie et sa fille. On servit du champagne doux et les enfants de certains membres offrirent des cupcakes. Gabriel prit la parole. « Merci à tous d'avoir supporté l'émotion de ce soir, mais surtout, merci à Françoise et à Christine de nous avoir montré ce que signifie le pardon. » Les rires joyeux se mêlèrent aux murmures admiratifs. Christine s'assit près de sa mère, et toutes deux partagèrent un cupcake, comme deux adolescentes retrouvant un étroit lien. Les mots vinrent plus faciles. Elles évoquèrent le passé, les blessures, les silences, puis projetèrent leurs espoirs sur l'avenir. Un pacte tacite se noua. Elles allaient, ensemble, réparer les ponts rompus et bâtir une nouvelle histoire faite de musique, de respect et de tendresse. Les semaines suivantes, la vie de Françoise reprit un rythme qu'elle avait cru à jamais perdu. Elle poursuivit les répétitions avec la chorale, devenant un pilier discret dont la présence apportait confiance et inspiration. Christine, quant à elle, lui rendait visite dès que son travail de journaliste le permettait et participait parfois aux répétitions, non plus comme une étrangère, mais comme une fille reconnaissante. Le jour du concert privé arriva enfin. La petite église Saint-Paul se remplit d'amis, de familles des choristes, et même de quelques curieux attirés par le récit de la veuve chantante. Des rangées de chaises blanches furent installées, un projecteur discret éclairait l'autel et un public attentif attendait le début du spectacle. Parmi eux, Christine, au premier rang, serrait dans ses mains une fleur blanche, symbole du pardon et de la renaissance. Les Voix de Lyon ouvrirent le concert avec un motet de Bach, exécuté avec précision et émotion. Puis vint l'Ave Maria. Lorsque la chorale entonna les premières notes et que Françoise s'avança sous les projecteurs, la salle retint son souffle. Sa voix, mûrie par la vie et la douleur, chanta avec une intensité bouleversante, enveloppant chaque auditeur dans une onde d'amour et d'espérance. À la fin de ce solo, un cri de reconnaissance s'éleva. Christine, debout aux côtés de Gabriel, ne put se contenir. Elle applaudit avec ferveur, une larme coulant sur sa joue. Autour d'elle, les visages s'illuminaient. Certains étaient émus aux larmes. D'autres souriaient en silence, comme touchés dans leur chair. Françoise chanta encore 2 pièces avec la chorale. Puis, pour clore la soirée, elle offrit un dernier moment seule au micro. Elle balaya l'assemblée du regard, sa fille au centre, et parla d'une voix claire. « La musique m'a sauvé, m'a rappelé qui j'étais vraiment. Mais plus que tout, elle m'a permis de retrouver ce qui comptait le plus. Ma famille, ceux que j'aime. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. » Un tonnerre d'applaudissements la couvrit, tandis qu'elle quittait la scène, émue, prête à embrasser Christine. Le lendemain matin, la presse locale s'enflamma.
Le retour triomphal de la veuve chantante titrait les journaux. Des articles racontèrent l'histoire de Françoise et de sa fille, de la chorale et de ce concours national qu'ils visaient tous. Christine, invitée à témoigner, parla sans phare de sa culpabilité passée et de la beauté du pardon retrouvé. Sa voix, empreinte d'admiration pour sa mère, porta un message d'espoir bien au-delà de Lyon. 8 semaines plus tard, les voix de Lyon prirent place dans la grande salle du concours à Paris. Les bancs étaient remplis, la réputation de la chorale avait précédé sa venue, et le jury, composé de grands noms de la musique, attendait de découvrir leur programme. Quand l'Ave Maria retentit, porté par la voix de Françoise et l'harmonie de tous, le public se leva spontanément, et les juges restèrent debout, frappés par une émotion qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. À l'annonce des résultats, la chorale remporta le premier prix. Tour à tour, les choristes se précipitèrent pour serrer Françoise dans leurs bras. Christine, dans les coulisses, couvrit l'événement pour son journal et saisit le moment où sa mère, émue, recevait la coupe et les applaudissements d'un parterre debout. Une fierté incommensurable illumina son visage. Au retour à Lyon, la vie reprit son cours, mais rien n'était plus jamais pareil. Françoise et Christine avaient retrouvé le temps perdu. Elles partageaient désormais des promenades, des discussions jusqu'à tard le soir, et surtout la musique qui avait servi de passerelle entre elles. Françoise continua d'enseigner des ateliers vocaux et de participer aux répétitions, tandis que Christine signait des articles sur la musique, la rédemption et la force du lien familial. Un matin de printemps, 2 mois après le concours, Françoise et Christine prirent un café en terrasse. Le soleil caressait les pavés de la place et les bourgeons annonçaient une nouvelle saison. Christine tendit à sa mère une petite boîte. « Pour toi ». Françoise l'ouvrit et découvrit une clé USB gravée de leurs initiales. « Ta voix mérite d'être conservée pour toujours. Voici tous nos enregistrements, pour que personne n'oublie jamais l'émotion que tu sais transmettre. » Françoise sourit, serrant sa fille dans ses bras. « Merci, ma chérie, merci de m'avoir ramenée à la vie. » Ensemble, elles regardèrent les passants, 2 femmes liées par un chant, par un amour retrouvé et par la certitude que certains récits, même ceux qui semblent brisés, peuvent se terminer par une harmonie plus belle encore que celle des meilleures mélodies.